6e consultant réglementé en immigration, membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Avant cela, je vais faire une mise au point pour ne pas être en train de répéter les mêmes choses tout le temps. Je suis consultant, je ne suis pas avocat. Alors la différence principale entre un avocat et moi, c'est que le consultant en immigration ne peut parler que d'immigration. Donc ce jour, je ne peux pas vous parler des divorces, des accidents et tout. Donc si vous avez des questions pour ça, vous allez poser à un avocat. Un consultant est spécialisé dans les demandes d'asile, dans tout ce qui a rapport à l'immigration, à vos papiers, à votre perte de statut, à votre voyage. Voilà où est la spécialité. Donc ne me parlez pas d'accident de la circulation de votre bailleur qui a dit X et Y. C'est vrai, j'ai étudié au Canada, je suis un titulaire d'une maîtrise en droit, j'ai eu mon baccalauréat au Canada, je connais plein d'autres choses en droit, mais je n'ai pas d'autorisation, je n'ai pas du tout une autorisation pour pouvoir répondre aux questions dans d'autres domaines. Mais je peux vous donner l'information juridique et ce n'est pas ici. Si vous avez besoin d'informations juridiques dans d'autres domaines, vous pouvez me contacter, mais ici, je ne le ferai pas. Je vous donne l'information, pas les conseils juridiques dans d'autres domaines du droit. Je ne vous donne des informations qu'en matière de droit. Donc, pour ceux qui m'appellent maître au Canada, ça ne tient pas. Je suis maître en droit. Je sais qu'ailleurs, on va m'appeler maître parce que j'ai une maîtrise en droit. Mais ici, je n'ai pas ce titre-là. Donc, vous allez m'appeler monsieur. Et simplice pour ceux qui sont de ma génération. Pour les enfants, papa ou tonton, il n'y a pas de problème. Donc, je vais devoir répondre à vos questions pour le peu, autant que je peux. Lorsque je ne peux pas, je vais vous dire que je ne peux pas, je vais faire la recherche. Et les arnaqueurs, faites attention aux arnaqueurs, il y a de multiples personnes, de nombreuses personnes qui ont des comptes en mon nom. Il y a des gens qui viennent m'appeler bandit ici, et quand on investigue bien, on voit qu'ils ont payé ailleurs. Ce n'est pas chez moi qu'ils ont payé. Donc, il faut que ce soit clair un peu. Bonjour monsieur, vous allez bien? Nous souvent le nom. C'est qui? C'est monsieur. Voilà, qui aime. Oui. Oui, il faut toujours donner. Oui, monsieur, je vous écoute. En fait, ma question c'est, j'ai fait la demande de la CSQ dans le cadre du regroupement familial. Avant-hier, j'ai reçu l'accusé de réception sous prétexte que la demande a été enregistrée. Mais je voulais juste savoir, est-ce que déjà à cette étape, est-ce qu'ils peuvent encore refuser la demande de CSQ? Oui, bien sûr. Ça a été reçu, mais ce n'est pas étudié. Ils peuvent encore le refuser. C'est vrai qu'en général, les demandes de CSQ, pour que l'on refuse, il faut vraiment que vous n'ayez pas rempli des conditions. En général, ça passe. Parce que l'enjeu n'est pas à ce niveau. Le CSQ est de compétences provinciales. Et ensuite, la mission au Canada relève du fédéral. Donc, ça va se jouer ailleurs. Pas au niveau du CSQ. En général, ça se passe bien quand vous avez fait les choses dans les normes. Au niveau du CSQ. Mais après le CSQ, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas le CSQ qui permet à cette personne d'être parrainée. Ce n'est qu'une étape. Voilà, j'avais quelques questions pour vous. Ça fait 5 ans que je suis au Canada. Je suis venue comme étudiante. Après, j'ai eu mon permis de travail temporaire. Et là, avec les nouvelles lois qui sont en train de sortir, j'ai une fille qui aura bientôt 2 ans. J'aimerais savoir, est-ce que si je fais ma demande maintenant, vu que mon permis d'études a expiré, mon permis de travail a expiré, ça fait peut-être quelques jours. Et là, je ne sais pas si je suis éligible à demander ma résidence permanente. Votre permis de travail est expiré, vous n'avez plus d'autres statuts, vous n'avez rien? Non, j'ai pas d'autre statut. Je vois que maintenant, peut-être quand je calcule, peut-être que je suis éligible à demander ma résidence, mais au moment où je devais demander, c'était fermé. Oui. C'était fermé. Donc là, maintenant, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je serai éligible? Bon, c'est beaucoup de choses en fait. Ben, il faut faire peut-être une fiche visiteur pour essayer d'être éligible pendant cette période. Ou alors, vous pouvez passer par la fiche visiteur pour garder un statut. Pour garder un statut temporaire ou faire un permis de travail fermé. Et attention, il faut faire un rétablissement de statut de toute façon. Vous avez 90 jours pour ça. Il y avait Mariem qui demandait, qui a dit que sa demande d'asile avait été refusée. Et elle demande si elle peut faire l'humanitaire. Elle a 3 enfants. Qu'est-ce que vous conseillez? Ben, si votre demande d'asile a été refusée, n'allez pas directement à l'humanitaire. Essayez en appel, à moins que votre demande ait été refusée.
et qu'on dise que vous n'avez pas le minimum de fondement. Si on dit que vous n'avez pas le minimum de fondement, c'est à ce moment que vous ne pouvez pas aller en appel. Mais je conseille toujours de faire appel avant de faire humanitaire. Mais vous savez, l'humanitaire ne suspend pas votre renvoi, hein, il faut le savoir. Parce que j'ai vu des gens qui ont cru que, hein, en faisant l'humanitaire, on ne pouvait plus les renvoyer. On peut toujours vous renvoyer, mais faites-le quand même. Mais commencez d'abord par l'étape de l'appel. Est-ce qu'en appel, vous avez été refusé? Si ça n'a pas été refusé en appel, vous commencez par l'appel. Et humanitaire, vous pouvez aussi le faire, ça dépend. C'est vraiment un dossier délicat. Peut-être vous allez nous contacter en privé, on ne va pas le faire ici, en ligne. Vous pouvez faire, vous avez 3 enfants, ça dépend de la situation de toute la famille. On va essayer de développer des arguments. Généralement, pour faire humanitaire, il faut attendre 12 mois après le rejet de la demande d'asile. Mais ici, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Dans certains cas, si vous avez des enfants et qu'on peut faire valoir, on peut entrer dans des exceptions. Hein? Voilà, elle a dit qu'elle a fait tous les appels et ça a quand même été refusé. Ah, ok. Donc, vous pouvez faire humanitaire. Donc, si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans l'humanitaire, venez nous voir. Il y a une personne qui demande est-ce que un réfugié accepté peut faire un visa visiteur pour sa mère si elle est monoparentale? Écoutez, vous pouvez faire un visa visiteur sur le plan pratique, mais sur le plan théorique, ce qui est systématiquement écrit, c'est que les demandes de visa, pour faire une lettre d'invitation, il faut être résident permanent au Canada. Mais dans la pratique, les gens le font. Je crois que ça ne fait pas quelques jours, j'ai même eu une acceptation d'un réfugié accepté qui a fait une demande de visa visiteur pour sa mère et ça a marché, ça fait pas. C'était hier, hein, ou avant-hier. Mais pourtant, théoriquement, techniquement, il faut d'abord être résident permanent. Mais les gens le font, ça marche. Donc c'est possible. Ok, bonjour monsieur. Moi, je suis résident permanent au Canada et une fois que je suis arrivé ici, j'ai eu une connaissance avec une fille qui est camerounaise comme moi. Et alors, nous sommes mis dans une relation et aujourd'hui, nous, on attend un bébé. Et moi, j'ai les ambitions de l'épouser. Elle est demandeuse d'asile. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que moi, en tant que résident permanent, après l'accouchement, on peut faire un mariage et que ça ne fait pas de préjudice sur vu qu'elle a demandé l'asile? C'est la question que je pose. Avant ou après l'accouchement, ça ne doit pas avoir de préjudice. Pourquoi ça doit être un problème? Mais tout dépend aussi des raisons pour lesquelles elle demande l'asile. Ça dépend. On ne peut pas le régler à 100%, là. Ça dépend. Hein? Donc, elle est arrivée en tant que visiteur. Bon, voilà. Non, je dis, quelles sont les raisons? C'est quoi son thème? Elle demande l'asile parce qu'elle est en danger. Pour quelle raison? C'est ça. Oui, je crois que j'avais eu à lire son histoire. Bon, elle parlait du fait que elle a dit dans son histoire qu'elle est bisexuelle et voilà, dans son pays, on a Elle est cette... bisexuelle, ça veut dire qu'elle aime les hommes et les femmes. Donc elle peut se marier, elle peut faire des enfants, je ne vois pas. Il n'y a absolument aucun problème. Ok, monsieur. Et pour ça, j'aimerais parce que j'ai essayé de vous contacter avant, mais c'est un peu difficile à répondre. Mais Oui. j'aimerais que pour lancer le dossier au niveau du fédéral, elle puisse aussi être résidente, parce que j'imagine, si je l'épouse, elle sera aussi résidente comme moi. Elle sera résidente après le parrainage, pas spontanément, bien sûr. Oui, Alors, et pour nous contacter, c'est que les gens essayent de me contacter directement quand ils attrapent mon numéro de téléphone. Ce n'est pas évident que je réponde à 500 messages, vous voyez. Donc, il faut contacter le bureau. Vous avez Immigration Efficace sur le site internet, vous avez tous nos numéros de téléphone et vous avez le numéro WhatsApp que je vous donne même encore. C'est le 514 560 58 82. 514 560 58 82. Et vous avez nos numéros sur notre site internet. Vous avez les numéros partout sur notre site internet. Est-ce que vous faites des consultations ou suivi personnel sur l'immigration? Ben, c'est notre travail, Immigration Efficace. On est là pour ça. Hein. On ne fait pas sur les divorces parce qu'on n'a pas d'autorisation de faire des divorces et tout le reste. Mhm. Malchoudi Amoussa, j'ai un frère qui s'est fait voir son passeport confisqué à l'aéroport, mais on lui refuse de rentrer. Ben, on refuse de d'entrer au Canada. Non, il y a un problème là, c'est quelque chose de privé, il doit nous contacter en privé. Mais parfois, on confie ce passeport pour plusieurs raisons. Je vais intervenir, je suis intervenu plusieurs fois à l'aéroport pour des personnes qui sont restées à l'aéroport. Donc, il peut m'appeler en privé et il paye d'urgence, je peux aller voir.
Mais je serais étonné qu'on retienne son passeport et on refuse l'entrée. Hein? C'est pour quelle raison? C'est très vaste. Donc, contactez-nous en privé et on peut intervenir. Le Pérez, comment mettre fin à un permis de travail fermé si l'employeur ne veut pas? Mais non, l'employeur n'a pas de choix. Est-ce que vous demandez son avis quand vous voulez mettre fin à l'emploi? Est-ce qu'on force quelqu'un de travailler? On ne force personne de travailler. Si vous ne voulez plus travailler, ne venez plus. C'est tout. Il ne peut rien faire. Je sais qu'il y a des employés qui menacent qu'ils vont vous renvoyer au pays et X et Y. Mais attention, quand vous ne venez pas et que vous avez un permis fermé, ça peut avoir des conséquences sur votre avenir au Canada. Donc faites attention. Avant de mettre fin, il faut savoir ce que vous allez faire. Hein? Vous allez faire quoi? Patrick, pouvez-vous m'aider pour un permis fermé? Oui, il y a des possibilités actuellement. Les permis fermés, les offres d'emploi sont assez rares maintenant. Mais j'ai un employeur en Ontario qui actuellement offre les permis, les offres d'emploi. Madame Bouchard, vous êtes moins cher. J'ai payé 300 $ pour la consultation de 1 heure à mon avocat. Ah oui, chez nous, 2 heures, ça n'a pas de temps. Hein. Quand vous payez 200 $, il n'y a pas de temps. Si vous voulez faire même 4 heures, si vous voulez rappeler une autre fois parce que vous avez une autre question dans le même sens, vous allez appeler. Chez nous, 200 $ permet seulement de montrer que vous êtes sérieux parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Si je veux passer la journée à répondre à tout le monde gratuitement, je ne vais pas manger chez moi. Oui, bonjour. J'avais une question. Actuellement, je suis au Canada en tant qu'étudiant. Je voudrais demander l'asile. Mais ma seule préoccupation, j'avais eu un peu le problème avec la police. Est-ce que quand je demande l'asile, ça peut m'empêcher d'avoir les papiers? C'était ma question posée. Ça dépend du genre de problème que vous avez eu avec la police, à quel niveau vous êtes, si vous avez été condamné, vous avez eu quoi. Ça dépend. Oui, le problème que j'avais avec la police, je me suis disputé avec un ami. C'est que c'est la raison qui m'a poussé jusqu'à en aller à la police. Maintenant, parce qu'on m'a dit que si tu as un problème avec la police ici, ça peut t'empêcher d'avoir les papiers. C'est pourquoi je voudrais savoir. Non, vous êtes allé à la police, est-ce que vous avez été condamné? Vous êtes accusé de quoi à la police? Non, c'est juste, on s'est disputé on s'est pris des coups de main. Est-ce que vous avez été accusé formellement? Oui. De quoi? D'avoir battu avec mon ami. Oui. Généralement, je n'ai pas le détail, vous n'arrivez pas à donner le détail. Vous l'avez blessé, vous avez fait... On vous a accusé au criminel, vous êtes dans un tribunal actuellement. Oui, parce que on a... La manière dont ils ont mentionné là-bas, qu'ils ont dit c'est code criminel. Parce que il y a déjà eu des coups de pied arrêtés. C'est pourquoi ils ont mentionné sur leur document là-bas, soit disant code criminel. Oui, mais même dans le criminel, ça dépend d'à quel niveau vous êtes. Donc, il faut me contacter en privé pour qu'on voit exactement. Ce n'est pas tout le criminel qui vous empêche de demander l'asile. Ok. Là, pour vous rejoindre là, ou bien je peux passer au bureau aussi si c'est possible. Non, vous prenez rendez-vous, vous appelez d'abord, vous avez les numéros du bureau. Vous avez le site internet Immigration Efficace Canada. Et vous pouvez aussi appeler au 438 797 8282. 438 797 8282. Ou alors vous appelez par WhatsApp, vous envoyez un message WhatsApp au 514 560 5882.